Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes au Forum Bois Construction à Nancy et nous allons parler cet après-midi de performance énergétique et des qualités environnementales du bois. Avec moi, Christian Fanguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique et pédagogique de Bois PE à Limoges. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter Bois PE ? Oui, donc Bois PE, c'est un centre de formation pour les pros. Sous la tutelle de l'Université de Limoges et qui propose des formations pratiques. Il y a un plateau technique spécialisé là-dessus qui fait de l'édition pour la diffusion des savoirs et aussi avec le laboratoire d'Égletons, on fait de la recherche et développement sur des produits de construction. D'accord. Vous êtes intéressé pas seulement au bois ou non, c'est bois. Que bois. C'est que bois. Oui, que bois, oui. En face de vous, Anne Duverger. Anne Duverger, bonjour. Aline Duverger, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte ? Oui, je suis architecte à Saint-Étienne dans un atelier de groupe qui s'appelle Atelier des Vergers. Vous présentez un petit peu votre atelier, combien de personnes et dans quel domaine vous intervenez ? On est une agence d'une douzaine de personnes avec 8 architectes, les autres étant du personnel administratif. On travaille beaucoup en marché public et on construit majoritairement avec du bois et dans le domaine de la performance environnementale. Voilà, le bois chez vous, c'est une longue histoire. Le bois, c'est une longue histoire, par affinité au départ, par formation, puisque j'ai été formée à l'EPFL, et puis par conviction, parce qu'en bois, on sait faire plus performant dans des conditions similaires. Alors justement, en quoi le bois a des qualités environnementales et énergétiques ? On les connaît, mais ce serait pas mal de les rappeler. Pour nous, le bois a déjà une première qualité qui est d'être renouvelable, cultivable. Donc c'est un matériau, si on s'en occupe bien, si on gère bien ses forêts, on peut toujours avoir de la ressource. Et puis c'est un matériau léger, donc qui peut être préfabriqué. Et c'est un matériau dont les technicités permettent d'utiliser des enveloppes performantes avec beaucoup d'isolants et sans pont thermique. D'accord, donc quelque chose, une efficacité à la fois environnementale sur le plan de la ressource, mais aussi une efficacité environnementale sur le plan des consommations d'énergie. Voilà, et puis sur la question des humains, parce que le chantier c'est quand même quelque chose de difficile, et pouvoir travailler à l'abri c'est quelque chose de confortable. Vous de votre côté, comment vous voyez ces qualités ? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à cela ? En complément de ce qui a été évoqué, ça peut être une ressource locale. C'est pas encore le cas tout à fait en France, mais ça peut l'être. C'est-à-dire qu'il y a du bois partout à peu près, ou dans des distances très courtes. Et puis dans les matériaux de structure, acier, béton, bois, c'est de loin le matériau le plus isolant. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer le problème des ponts thermiques dans une construction bois qu'avec de l'acier ou du béton. Donc une facilité intrinsèque liée au matériau. Voilà, tout à fait. Alors avec vous, on va parler de trois maisons labo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Voilà, donc c'était construire 3 maisons individuelles, de la typologie des maisons françaises, espace de vie en bas, espace de nuit à l'étage. 100 mètres carrés, 105 mètres carrés habitables, c'est voilà les moyennes. 3 chambres. Avec une première partie, 3 chambres, une famille avec 2 enfants en fait. Voilà. La particularité, c'était déjà de les construire avec le mécano ossature bois standard qu'on trouve partout en Europe. Et sans masse thermique, c'est-à-dire rester sur la légèreté du matériau. Bien sûr, il y a des plaques de plâtre, bien sûr, il y a de l'isolant et autres, mais pas rajouter de dalle béton nulle part, ni de mur béton à l'intérieur, ni de mur terre cuite. Que du bois. Ouais, que du bois. Technique légère, sèche, ce qui permet aussi de garder des rapidités de construction importantes. Après, on voulait suivre une feuille de route, donc ça a été conçu en 2012 et on voulait viser 2020. Donc on a fait 3 maisons d'habitation, une RT 2012, une enveloppe passive, une maison BPAS, et une enveloppe positive, donc avec de la production photovoltaïque. Les enveloppes, les 3 enveloppes seront différentes suivant... alors elles sont très différentes ou est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Oui, alors à l'intérieur, si vous voulez, la surface est identique puisqu'on fait des mesures qui doivent être comparables. Sur la RT 2012, il y a une isolation croisée entre l'ossature et l'intérieur du bâtiment. Donc on est sur quand même 200 mm d'isolant. Parce que l'idée, c'est quand même quand on pose de l'isolant qui fasse 5 cm d'épaisseur ou 10, c'est le même temps. Et le prix n'est pas beaucoup plus cher et ça, c'est à vie. Donc autant mettre tout de suite une bonne épaisseur. Absolument. Voilà. Ensuite. Voilà. Dans les 2 autres enveloppes qui sont des enveloppes passives, on a changé le montant principal d'ossature primaire qui était en 120, on l'a passé en 220. Et on a redoublé en 100 mm. Donc on est en 320 mm d'isolant. Voilà. Donc pour passer de la RT 2012 au passif... On a changé dans la structure qu'un seul élément.
c'est-à-dire le montant principal de l'ossature porteuse. Et on a épaissi. Et on a épaissi, voilà. Donc il a augmenté de 10 cm d'épaisseur. C'est quel type d'isolant? C'est laine de bois, laine de roche? Alors là, on a laine de verre sur les 3 maisons, selon les endroits, il y a de la laine de verre, il y a de la fibre de bois rigide, il y a de la fibre minérale mixte, fibre de bois et fibre minérale, et en sarkigne en toiture, il y a du polyuréthane. Alors maintenant, la maison positive, j'imagine, c'est la même maison que la maison passive, mais avec des panneaux solaires? Ou est-ce qu'on a encore changé l'enveloppe? Oui, alors il y a déjà des différences sur l'enveloppe. En RT 2012, on est en double vitrage, menuiserie assez classique. En enveloppe passive, on est passé en triple vitrage. Et dans la maison Bepos, on est passé avec des menuiseries triple vitrage renforcées, c'est-à-dire il n'y a plus de pommelles, il n'y a plus de possibilité d'avoir des fuites d'air au niveau des menuiseries. Donc les menuiseries ont augmenté de performance sur chaque maison. Et il y a la production photovoltaïque, effectivement. C'est dans quelle zone climatique? On est dans une zone climatique assez défavorable, puisqu'on est à Gleton, à 600 mètres d'altitude, donc au pied des monts d'Auvergne. Le fichier météo d'hiver moyen, c'est -8, -10. Donc il fait très froid et on est à 65 kWh mètre carré dû par rapport aux 50 nationaux, vu l'altitude aussi. Donc ces 3 maisons, c'est des démonstrateurs en fait, qui vont voilà. on va voir comment elles évoluent. Il y a des gens qui vivent dedans? Pas encore. Pour le moment, on est en train de qualifier les maisons, je dirais sur toutes les coutures. On va les qualifier au niveau thermique été-hiver, au niveau qualité de l'air, au niveau acoustique, pour bien avoir un paramètre 0. Et après, quand on maîtrisera tous les paramètres, donc ça sur 3-4 ans, puisque les fichiers météo sont très différents aussi d'une année sur l'autre, on va les faire habiter. D'accord. On va revenir après sur un peu, pas un bilan, mais savoir si déjà aujourd'hui, en quoi le bois, là on a bien compris, vous utilisez le bois, vous voulez démontrer que le bois est à la fois environnemental et à la fois très performant quand on cherche la performance énergétique. Oui, surtout dans la construction bois, où tout le monde a des a priori sur le confort d'été, par exemple. Voilà, donc c'est un sujet qui est important. On en parlera parce que moi c'est ce que j'entends tout le temps. Il faut rajouter une dalle béton ou du sable pour avoir de l'inertie. Et là j'ai compris qu'il n'y en avait pas, je vais crever de chaud. On reviendra là-dessus à la fin. On va parler maintenant de la maison de la communauté de communes de Loisan. C'est ça? Oui. Alors, un projet que le maître d'ouvrage a voulu absolument en bois, et en bois des Alpes, c'est ça? Voilà, c'est un projet qu'on a acquis sur concours, avec un programme qui était très spécifique, avec une demande spécifique bois des Alpes, et aussi une demande passive et BEPOS. Donc en fait, on a répondu dans un CRAD qui était déjà extrêmement ciblé sur ces questions de performance thermique. Le maître d'ouvrage, qui était très informé de ces questions, souhaitait aller à cette performance. Est-ce que sur le plan environnemental, on parlait tout à l'heure des qualités environnementales, le fait que ce soit du bois des Alpes, donc du bois local, est-ce qu'on a calculé un peu le côté vertueux ou alors est-ce qu'on se dit de toute façon on est vertueux parce qu'on est en bois des Alpes et on est en bois local? Alors en fait, dans ce projet, d'ailleurs, on a pris un parti d'être pas tout en bois des Alpes, puisqu'on a des acrobaties architecturales et des porte-à-faux qui nous ont demandé d'utiliser des bois finlandais. Mais dans toute la partie structurelle générale, on est en bois des Alpes. Alors effectivement, aujourd'hui, les calculs carbone permettent d'approcher cette légitimité. C'était surtout pour un maître d'ouvrage public de convaincre son territoire qu'il faisait une action dans le cadre du développement économique. D'accord. Alors, sur ce bâtiment qui est Bepos, oui. On a une enveloppe qui est proche de celle-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous la décrire rapidement? Alors, effectivement, on est dans des ossatures de 22 remplies d'isolants avec une laine de bois par-dessus d'un côté et un isolant de 65 de l'autre côté. Donc, on est exactement dans les mêmes épaisseurs. La particularité de ce projet, c'est qu'on a voulu aller loin aussi sur la question sociale. Donc l'isolant, c'est un produit qui est issu des travaux des associations Abbé Pierre. C'est un métis, donc c'est du recyclage de coton et de vêtements, qui a été utilisé en manteau dans les murs manteaux et soufflé dans les combles. C'était la première fois qu'on l'utilisait. Et c'est un produit franchement très agréable, très confortable, qui ne pique pas. Enfin, il y a beaucoup de qualité à ce produit, qui a pas mal de masse. Et qui a de la masse, donc on reviendra tout à l'heure sur cette histoire de masse. Le bâtiment, c'est quoi? C'est 2-3 étages? Alors le bâtiment, c'est, on va dire, 2 rez-de-chaussée, parce qu'on est dans une pente. Donc un rez-de-chaussée bas qui s'appelle rez-de-parc, qui donne sur un jardin. Un rez-de-chaussée haut qui est un rez-de-rue. Et un premier étage. Donc effectivement, la partie enterrée est en béton, ce qui présente une certaine logique. Et ensuite, les 2 étages sont en bois, avec des planchers intermédiaires en bois.
Dans un bâtiment comme celui-ci, puisqu'on est sur un sujet environnemental et énergie, qu'est-ce que vous apportez le bois? Et est-ce que vous êtes... Parce que moi, des projets BEPOS, j'en vois passer en béton, Oui. et on me dit qu'ils sont très performants. En quoi votre projet est performant, et au moins aussi, voire plus performant peut-être qu'un projet béton? Alors, je pense que sur la question des gestions des ponts thermiques, il est plus performant, ce qui nous a permis de nous abstraire de ce qu'on imagine du passif, c'est-à-dire une sorte de boîte bien homogène. Donc, on a un projet un peu équilibriste sur une certaine partie avec des portes. On n'a pas 4 murs carrés, ouais. On a quelque chose d'un peu plus... C'est l'architecture. Ça nous a permis de valoriser le paysage, de faire quelques efforts architecturaux qu'on n'aurait jamais, on aurait beaucoup eu de mal à faire en béton, par exemple. Hein, voilà, donc là, le bois vous a apporté, en plus de l'environnement et d'une capacité à être bien isolé, plus de richesse architecturale. Oui, voilà. Et puis, il nous a aussi permis de faire des grandes baies. On avait une demande importante en facteur lumière de jour. Si vous connaissez Bourdoisan, c'est pas toujours facile l'hiver. Hein. À 13h30, il n'y a plus de lumière. La montagne projette de l'ombre. Donc, on avait des facteurs lumière de jour demandés à l'intérieur très importants. Et pour faire des grandes baies filantes, il faut avoir des structures légères qui permettent de franchir des grandes portées, quoi. On parlait tout à l'heure de triple vitrage. Alors on est en triple vitrage également. Ouais, on est en triple vitrage sur 3 faces, l'Est, l'Ouest et le Nord. Et on a pris un parti d'être au sud en double vitrage. Alors, le bâtiment est en cours de construction. Hein. Le bâtiment donc, est en hors d'air terminé. On a fait les premiers tests intermédiaires pour correspondre à l'étanchéité à l'air passive. Et on a attaqué le second œuvre à l'intérieur. On livre dans la fin d'année. Donc un bâtiment qui sera positif parce qu'en plus, on va venir y ajouter, c'est quoi? C'est du panneau solaire photovoltaïque? Oui, alors on a 2 façons. En ENR, on est déjà très bien couvert parce qu'on a une chaufferie bois granulé qui est jumelée d'ailleurs avec un bâtiment existant. Et puis sur le toit, on a une centrale photovoltaïque de 24 kW crête qui compense les dépenses énergétiques du bâtiment pour le chauffage. C'est autoconsommé ou est-ce que c'est remis sur le réseau? C'est remis sur le réseau. C'est remis sur le réseau. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure. On va reparler maintenant de cet aspect de l'inertie, du confort d'été, de ce qui peut être effectivement reproché. Parce que je pense qu'on a moins de ce qu'on entend, nous, hein, en tant qu'observateurs, il y a moins de doutes sur le confort d'hiver, on va dire, sur la thermique d'hiver. Oui. Mais il y en a beaucoup encore, on entend encore beaucoup dire qu'une maison en bois, il n'y a pas d'énergie, qu'on crève de chaud l'été. Vous, comment vous réglez ce problème et comment vous l'abordez? Alors déjà, on l'a réglé au niveau des parois, c'est-à-dire que sur les parois les plus exposées, les 3 parois, Est, Sud et Ouest, il y a un enduit extérieur, un enduit hydraulique sur fibre de bois. Donc ce qui refait un mur manteau extérieur, donc une fibre de bois qui a un peu plus de masse, on va dire, et un vrai enduit hydraulique projeté, c'est-à-dire qui fait 13 mm d'épaisseur. Donc ça capte un peu et ça réfléchit aussi beaucoup. Ça capte, ça réfléchit, voilà, et puis ça voilà. fait un peu de... Voilà, sur les façades les plus exposées. Ensuite, au niveau des vitrages, des baies vitrées, puisqu'on est bien supérieur à ce que demande la réglementation, en termes de luminosité aussi, hein, très important, on a mis tout un système d'occultation solaire, brise-soleil extérieur, toile screen, de manière automatisée, bien gérée, ce qui permet, et là c'est très efficace, de diminuer sensiblement déjà les apports solaires, même de les éliminer carrément, surtout en été, avec une grande casquette, des balcons qui protègent le rez-de-chaussée, et à l'étage des grandes casquettes qui protègent l'étage. Donc ça c'est la partie, je vais dire... C'est la partie enveloppe, protection de l'enveloppe. La partie passive et active, hein. L'enveloppe est active avec les occultations solaires automatisées. Après au niveau... Donc ça c'est sûr que c'est pas suffisant... en fait, c'est le problème des fameux 5 jours de météo extrême. Au bout de 5 jours, il n'y a plus de bâtiments qui résistent, donc il faut des systèmes adaptés. Alors nous, dans les 3 maisons, elles sont équipées d'une VMC double flux thermodynamique, 4 fonctions. C'est-à-dire alors déjà, il faut dire que dans ces maisons-là, avec une étanchéité à l'air parfaite, les flux aéroliques sont parfaitement équilibrés, il n'y a pas de strates, les conforts sont partout, et le moindre apport de chaleur ou de frais est tout à fait réparti. Donc cet équipement de VMC double flux thermodynamique, effectivement fait la VMC double flux, fait l'eau chaude, fait de chauffage d'appoint, on va dire, les 3-4 degrés qui vont manquer l'hiver, et fait du rafraîchissement. Parce que quand on dit thermodynamique, il y a une petite pompe à chaleur qui est intégrée. Oui, on peut la verser. Voilà, c'est pas vraiment du réversible, mais on arrive quand même on arrive à rafraîchir suffisamment
Et c'est là qu'on voit l'avantage de la réactivité thermique. Votre maison est chaude, en une demi-heure, c'est frais, tout de suite. Et puis, selon les chocs thermiques qu'il peut y avoir matin et soir, vous arrivez à suivre le mouvement de la maison avec très peu de dépenses énergétiques au niveau des moteurs des machines. Ça, ce ne serait pas possible sans ces machines. On est bah d'accord. oui, parce que ce serait sans trop ces long, machines, sur ces fameux 5 jours, voilà. on serait mal. Alors on a couplé aussi la ventilation naturelle assistée, c'est-à-dire ouverture automatique de 2 ouvrants en façade opposée. Et là c'est pareil, pour vider d'une chaleur un bâtiment, s'il n'a pas de masse thermique, on vide, on ferme les fenêtres et c'est bon. Dans une construction à masse thermique, on vide, on ferme les fenêtres et ça recommence. Parce que le temps de décharge des masses thermiques, de plancher béton, de murs béton est beaucoup trop longue. Voilà. En même temps, je suis un client un peu embêtant. Moi, j'aime bien ouvrir la fenêtre la nuit. Oui, mais ça... Qu'est-ce qui va se passer? En fait, même dans ces maisons, on remarque que justement, même l'hiver, vous ouvrez une fenêtre, un quart d'heure, une demi-heure, effectivement, vous voulez faire du frais, mais aussitôt que vous avez fermé, l'aérolique fonctionne tellement bien que la chaleur va se redistribuer partout, sans pénaliser, ça ne va pas durer longtemps, ça va être pratiquement instantané. Ce qui permet aussi et c'est des études qui sont faites aujourd'hui, c'est pendant que les gens sont absents des maisons, de descendre au plus bas les chauffages pour gagner en maximum et les remonter juste avant qu'ils arrivent. Et ça, si vous avez de la masse thermique, ça devient difficile. Et si vous avez des planchers chauffants qui demandent des contrôles d'inertie, ainsi de suite. Voilà. Donc on est plutôt sur difficile lorsqu'on a beaucoup de baies vitrées. Aussi. Alors la baie vitrée, ça c'est impératif, la protection solaire, je dirais automatisée, parce que comme on est 8 heures absents tous de nos maisons, tous les gens qui travaillent, si vous avez oublié le matin de fermer les stores, c'est cuit, quoi. Il fait 30 le soir dans la maison, même l'hiver. Hein. L'hiver, l'apport solaire est considérable, hein, donc il faut donc le maîtriser impératif. Il faut impérativement le maîtriser. Donc ça demande quand même un peu de technologie. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. De votre côté, comment on règle ce problème? Alors, juste une dernière question, excusez-moi. On a cette PAC. Oui. Voilà, c'est une pompe à chaleur dans une VMC double flux. Est-ce qu'on a un autre mode de chauffage? Non. C'est le seul mode de chauffage qu'on a dans et ça fait, on est sur le 3e fichier météo, le 3e hiver. Par exemple, la salle de bain. Il n'y a jamais eu de chauffage dans la salle de bain. Elle est restée entre 18 et 20 degrés en permanence. Bien sûr, quand les gens y sont, il faut qu'ils mettent le chasse-serviette à 22. Mais vu l'étanchéité à l'air et l'efficacité des flux aéroliques, la maison se chauffe par l'aspiration des pièces qui sont chauffées, la salle de bain. Voilà, si on fait couler de l'eau chaude, on chauffe la salle de bain. Ouais. D'accord. De votre côté, comment on aborde cette problématique du confort d'été et de l'énergie aussi, puisqu'à un moment donné, on ne doit pas climatiser? Alors nous, on est dans une conception très proche sur les questions des vitrages, puisqu'on est très grandement vitré au sud, donc avec des motorisations de store qui permettent de baisser des BSO, quoi qu'il se passe, des brises soleil qui d'ailleurs font centrale photovoltaïque en partie, et puis des ouvertures transversales, puisque le fichier météo de Bourdoisan montre des vents coulis nord-sud très importants la nuit, d'été, des lignes intermédiaires, et puis qui a sorti aussi d'une surventilation. Donc nous, c'est notre double flux qui fonctionne qu'à la présence la journée, en fait, qui se bascule à partir d'un certain nombre de températures en surventilation de nuit, assortie aux ouvertures de baies vitrées. Alors, on est un peu différent par rapport à une maison, parce que nous, on a des charges thermiques importantes. Hein. Oui, les c'est différent. ordinateurs. C'est un bâtiment tertiaire, c'est géré différemment. Voilà. Après, la volonté du maître d'ouvrage était de ne pas aller au rafraîchissement actif, en fait. Oui. Donc, on a essayé de mettre tous les atouts de notre côté. En même temps, notre distribution de chaleur est dans un plancher chauffant très basse température, puisqu'on est passif, avec l'idée que si à terme les températures continuaient d'évoluer, on pouvait mettre une pompe à chaleur pour faire tomber la nuit. Pour rafraîchir. Donc pour l'instant, on est un petit peu comme ces maisons, on va avoir quelques années de vie pour voir comment le bâtiment résiste. Et puis une formation aux occupants. Évoqué ce matin, on a livré un bâtiment passif, nous, de logement. On livre maintenant nos bâtiments avec des livrets d'utilisation, pour que les gens intègrent bien. Je ferme mes volets, je pars en chantier pour les gens de la communauté de communes, je regarde comment mon bureau est protégé, je pars le soir, j'ouvre ma fenêtre, essayer de... Oui, essayer de donner des habitudes, d'expliquer un peu le mode d'emploi du bâtiment. Oui. Mais en même temps, on sait que c'est un peu compliqué parfois, alors on a les gens y pensent une fois, deux fois, puis après ils oublient. On a des systèmes qui corrigent, qui sont, comment on pourrait dire,
qui se remettent en route toutes les 2 heures. Mais quand même, la participation des habitants est quand même assez déterminante parce qu'on participe à son confort. Et je pense que nos anciens le faisaient. Oui, bien sûr. Et nous, on devrait pouvoir continuer de le faire. Même Alors, si quelques machines... parce que les anciens, ils restaient chez eux aussi beaucoup, ils n'étaient pas trop loin. Oui, ils étaient un peu moins à l'extérieur. Ouais. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à tous les deux une petite conclusion. On va commencer par vous. Le bois, donc on voit, il y a des qualités environnementales, il y a des qualités d'énergie. Sur quoi il faut travailler aujourd'hui ? Est-ce que c'est un travail de compréhension, d'explication, comme on vient de le voir, ou est-ce qu'il y a encore comment aller plus loin et comment vraiment faire ressortir ces qualités du bois ? Il y a 2 choses. C'est les qualités du bois et tout ce qu'il apporte, et puis aussi le confort de l'habitat. Et aujourd'hui, on commence à parler de confort d'habitat, de climat, de protection de l'environnement. Donc je pense que c'est cet ensemble qu'il faut associer. Associer, il faut vraiment que Oui, ce soit voilà. tout. C'est-à-dire que pour que les gens aillent encore plus vers ces systèmes constructifs tout bois, il faut l'associer à la protection de notre planète qui devient de plus en plus prégnante. Et je pense que c'est ce mélange. Et la nouvelle réglementation, bâtiments et climat, les bâtiments bas carbone et autres, le bois a une véritable carte à jouer là. Carte à jouer Ça le relance encore à nouveau. Vous aurez les résultats quand là ? C'est 10 ans d'expérience Alors, 8, nous, 5 oui, 10 c'est ans ça, mais on d'expérimentation. a actuellement 2 doctorants qui sont sur les maisons. Là, on est en train de dépouiller et on va faire des petites sorties de publications. Et notamment, on va commencer par le confort d'été. D'accord. Une petite conclusion donc, sur cet aspect. Alors nous, ce qu'on essaye, c'est de garder aussi notre qualité d'architecte et de faire que la qualité des espaces et la qualité de confort des gens priment surtout, même si derrière il y a beaucoup d'études et il y a beaucoup de technicité sur la question thermique, sur la question environnementale. On essaye de faire que la chose qui prime, c'est les gens, leur façon de vivre et d'habiter les espaces. Et puis que le reste un petit peu caché. Voilà, que ce soit caché, qu'on ne le voit pas forcément. Pas forcément, parce qu'on pense que c'est comme ça que ces technicités rentreront dans le monde, c'est par la qualité des espaces. Par la qualité des espaces. Voilà. Et des puis âges. sinon, à l'agence, donc on travaille beaucoup sur ces registres, donc on est énormément dans la formation. Et puis on travaille beaucoup sur les questions de BIM, pour des questions de partage de compétences, de partage d'efficacité aussi, donc pour que nos dessins soient directement chez les bureaux d'études, qu'ils soient directement chez les charpentiers, et que cette question de partage de compétences est importante pour avancer ensemble. Merci Sans beaucoup, prix. ce sera le mot de la fin, on a un petit peu débordé. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, donc à retrouver sur le site de Bâti Journal et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.